Hello, c'est Thibaut, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Réussir ses projets. Dans ce podcast, je partage avec vous donc des retours d'expérience, des conseils, des astuces, des tips applicables et concrets dans votre quotidien de chef de projet. Vous aurez également des interviews et des réflexions sur le métier du chef de projet et ce que ça implique. Dans cet épisode, j'aimerais faire le parallèle entre les arts martiaux et la gestion de projet et vous montrer à quel point en fait les codes de morale, les codes de conduite des arts martiaux peuvent nous servir à nous, chefs de projet, au quotidien. Alors j'aurais pu choisir énormément d'arts martiaux. Pour l'exemple, j'ai pris le karaté. Alors je ne suis pas moi-même pratiquant de karaté, par contre leur code moral et leurs préceptes me parlent énormément. Moi j'ai pratiqué l'aïkido pendant un peu plus de 15 ans. Et j'aurais pu tout autant choisir l'aïkido, et ce sera peut-être d'ailleurs le sujet d'un prochain épisode. Donc le karaté, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste apprendre à se battre. Quand on parle de karaté, en fait, on doit parler de karaté-do. Et do, en japonais, c'est la voie. On le retrouve dans l'aïkido, on le retrouve dans le judo, c'est vraiment la voie, donc on va s'engager en fait sur une voie où on va effectivement apprendre le karaté, on va apprendre à maîtriser notre corps, à maîtriser l'adversaire, mais c'est surtout une voie d'amélioration personnelle sur laquelle on s'engage, comme tous les arts martiaux. Et le code d'honneur du karatéka, il inclut des vertus, 9 vertus, il inclut également des préceptes qui sont, selon moi, hyper intéressants pour les chefs de projet. On va commencer tout de suite avec les 9 vertus. Donc la première vertu, c'est l'honneur, ou meio. Et l'honneur en fait dans le karaté, c'est le fait de suivre un code moral, de suivre son code moral personnel et d'avoir un idéal de manière à se comporter dignement et respectablement. C'est se tenir à ses principes, se tenir à ses valeurs, ne pas faire de choses répréhensibles et plus globalement aussi ne pas chercher à embrouiller un client ou à le léser. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, c'est ce que j'essaie de faire dans tous les aspects de ma vie au quotidien. Cette notion de se comporter dignement et respectablement, c'est pas forcément le plus simple à faire. C'est pas forcément ce qui va vous amener des conversations, on va dire, faciles avec un client, par exemple, ou avec les autres membres de l'équipe, mais c'est, selon moi, sur le moyen long terme, la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, ce n'est pas forcément la plus simple. Je prends un exemple, si vous faites face en fait à de grosses problématiques, on va dire, sur un projet, et vous savez, vous, chef de projet, que vous ne pourrez pas être en mesure de tenir la date d'échéance qui a été annoncée au client, est-ce que ce ne serait pas mieux, finalement, d'être transparent avec ce client, de lui dire, de lui expliquer, en fait, pourquoi on n'est pas en mesure de tenir cette date-là maintenant, même si la date est dans 3 semaines, 4 semaines, plutôt que d'attendre le dernier moment, en fait, pour le mettre au pied du mur. Alors oui, ce sera pas une conversation facile. Oui, ça va créer de la tension, de la frustration, peut-être même de la déception, mais selon moi, c'est la meilleure option à choisir en tant que chef de projet, et c'est ce que j'essaie de faire, moi, vraiment au quotidien. Seconde vertu du code moral du karaté, c'est le chujitsu, ou la fidélité. Cette fidélité, c'est le devoir et la nécessité incontournable de tenir ses promesses et de remplir ses engagements. Donc ça se rapproche en fait beaucoup de l'engagement de Scrum. Et l'idée derrière, c'est qu'on est fidèle à sa parole. Donc on dit ce qu'on va faire, mais surtout, on fait ce qu'on a dit. Cette notion d'engagement, on va aussi, si on fait quelque chose, on s'engage vraiment dans ce qu'on fait. Donc on tient notre promesse, c'est pas juste on le fait à reculons, c'est non, si j'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire, et je vais mettre en fait l'énergie pour, je vais faire les actions sans rechigner, je vais vraiment, finalement, être motivé, entre gros guillemets, pour le faire. Cette notion de fidélité et d'engagement, moi, c'est hyper important, ça me parle également énormément, et typiquement, je vois trop de personnes, et pas que des chefs de projet, mais je vois trop de personnes dans leur quotidien, dans leur couple, dans leur famille, et surtout au travail, prendre des engagements en fait sans même s'en rendre compte, et derrière ne pas les tenir, et à chaque fois ça crée toujours un petit peu de déception chez les personnes en face. Par exemple, un chef de projet pourrait très bien dire « Ouais, pas de problème, en réunion, je reviens vers vous d'ici ce soir, sans faute ». Ce qu'il a oublié, c'est qu'il a d'autres réunions, c'est qu'il a potentiellement d'autres projets et d'autres clients qu'il va devoir voir. Il peut se passer des imprévus, il peut se passer plein de choses qui font que il ne sera peut-être pas en mesure en fait de tenir cet engagement ce soir-là. Il va se dire non mais c'est pas grave, j'enverrai le document demain à la première heure et il me dira que du feu. Alors oui, c'est pas grave, oui, peut-être que le client se dit écoute, un jour de plus par rapport à ça, je m'en fous, en fait il y a pas de sujet. Mais le problème n'est pas là. Le problème il n'est pas sur la date de livraison du document ou de ce sur quoi vous vous étiez engagé, le problème c'est l'engagement lui-même. Le client, en fait, ce qu'il va retenir, c'est que toi, chef de projet, tu t'es engagé sur une date, c'est-à-dire me livrer sans faute quelque chose ce soir, et il a été livré le lendemain. Donc tu n'as pas tenu ton engagement,
Donc, prochaine fois en fait que tu vas me dire quelque chose, je vais le prendre avec des pincettes, j'aurai pas une totale confiance en toi. Et répéter plusieurs fois en fait sur un projet, et ben ça finit par saper la confiance que les clients peuvent avoir en vous, hein, clairement. Et ça donne quoi? Ça donne vraiment de la tension derrière, ça va donner ces sources de conflit, ces sources aussi de démotivation et de désengagement pour l'équipe projet, parce qu'il n'y a pas que le client qui le subit. Et ça, c'est pour moi une des pires choses à faire en gestion de projet. En tant que client, je l'ai aussi vécu beaucoup, et c'est vraiment le premier point, moi, qui m'agace. Donc si, en fait, on s'engage sur quelque chose, et je n'aime pas mettre la pression en tant que client, mais si la personne en face de moi s'engage sur quelque chose, j'attends d'elle, en fait, qu'elle soit professionnelle, c'est-à-dire qu'elle tienne son engagement. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais vraiment leur demander, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Pour être sûr et certain qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de prendre un engagement. Toujours est-il que si on prend un engagement, on doit être fidèle à sa parole et on doit le tenir coûte que coûte. Et si jamais, pour une raison extérieure qui peut toujours arriver, on n'est pas en mesure de le tenir, il faut prévenir sans attendre le client et ne pas le mettre devant le fait accompli. Troisième vertu du code du karaté, le Makoto. Le Makoto, c'est la sincérité. Donc c'est la qualité de celui qui ne déguise ni ses sentiments, ni ses pensées, et c'est la qualité de celui qui sait être authentique. On ne joue pas un rôle, on est soi-même. On fait preuve de transparence, on ne cherche pas à cacher les problèmes sous le tapis, on est sincère avec soi-même, on est sincère avec les autres, même dans les moments difficiles, et même lorsque ce qu'on a à dire, ça ne fera pas forcément plaisir. C'est vraiment cette notion en fait d'être soi-même, donc d'être soi-même avec ses qualités, avec ses défauts, de le reconnaître, de travailler dessus, on va toujours chercher constamment à s'améliorer, mais on est sincère vis-à-vis des autres, et vis-à-vis de soi-même. On est sincère dans notre démarche, on est authentique dans notre démarche, on va être sincère sur la situation, on va être sincère sur le statut du projet, on ne va pas essayer de cacher des problèmes sous le tapis, on est vraiment transparent sur ce qui se passe, que ce soit des choses qui se passent en bien ou des problèmes que l'on cumule, parce que tôt ou tard, de toute façon, ça ressort, ça finit par se savoir, donc autant en fait être transparent dès le départ, on va s'éviter bien des soucis derrière. Vertu numéro 4, Yuki. Donc Yuki, c'est le courage, et c'est la force d'âme qui va faire braver le danger et la souffrance. Donc c'est vraiment cette notion de bravoure, cette notion d'ardeur, d'aller au front, d'aller au devant en fait des problèmes, et surtout d'avoir la volonté en fait de résoudre ces problèmes, d'avoir la volonté d'aller au bout du projet, de ne rien lâcher. Donc c'est vraiment une notion qui se rapproche du courage de Scrum, qui se rapproche de la notion de persévérance. Alors le courage dans Scrum, pour ceux qui ne se souviennent pas du précédent épisode, c'est vraiment cette notion d'avoir le courage de s'imposer, d'avoir le courage de tester de nouvelles idées, d'avoir le courage d'aller au bout du projet, le courage de dire non aussi parfois. Ça peut être utile de dire non, pour éviter que le projet parte dans tous les sens. Il faut à un moment donné dire non, il faut cadrer les choses, il faut prioriser, et tout ça c'est vraiment cette notion de courage qu'on va retrouver au quotidien au sein de l'équipe projet. Vertu numéro 5, le Shinsetsu, donc c'est la bonté, donc c'est une des marques du courage, selon le karaté, et cette bonté, elle va dénoter une haute humanité de la personne, et elle va nous pousser à être respectueux de la vie, dans son ensemble. On est respectueux donc envers soi, on est respectueux envers toutes les autres formes de vie, envers les autres, et surtout on va distinguer la personne du travail. Donc un travail, il peut être mal fait, j'ai pas de sujet là-dessus, il n'y a pas de débat, mais le travail qui est mal fait, ça ne remet pas en cause la qualité de la personne derrière, et ça ne remet pas en cause les efforts de cette personne pour réaliser ce travail. Elle a pu charbonner, mais comme pas possible, pour avoir un résultat médiocre, c'est tout à fait possible, et donc lorsqu'on dit qu'un travail est mal fait, on ne remet ni en cause les efforts fournis par la personne, ni la personne en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on ne va pas chercher coûte que coûte à faire une chasse aux sorcières, on ne va pas chercher à aller trouver un coupable. On va considérer qu'on peut tous avoir des moments de faiblesse, on peut tous se tromper, et c'est totalement vrai, et moi le premier. Et donc on fait preuve de bonté, on l'accepte, bien sûr. Si une erreur se répète plusieurs fois par la même personne, ça peut pas arriver, c'est pas possible. Ça veut dire que là, ça commence à être fait exprès. Donc, on peut accepter effectivement un moment de faiblesse, on peut tous se tromper. Par contre, si on se retrouve 2 fois avec la même erreur, c'est plus une erreur, c'est un choix. Ça veut dire que, suite à la première erreur, on n'a pas mis en place les choses qu'il fallait pour éviter que ça se reproduise. Et donc, quand je dis « on », c'est pas forcément le chef de projet, ça peut être l'organisation, ça peut être la personne, ça peut être l'ingénieur, ça peut être l'administrateur, le technicien, vraiment, ça peut être beaucoup de monde.
Mais gardez en tête que on va être bon par défaut, on va considérer que les gens sont bons par défaut, donc on va faire confiance par défaut aux gens, on va considérer que voilà, s'il s'est passé un problème, s'il y a une erreur, quoi que ce soit, ce n'est pas parce que la personne est malveillante, c'est parce qu'elle elle a pu se tromper. Donc on va vraiment partir de ce principe. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer, ça ne veut pas dire qu'on est en mode bisounours, mais on est respectueux envers les autres, et surtout, on n'est pas en mode défiance. Donc on fait confiance par défaut, on adapte ensuite si besoin. Et on en reparlera d'ailleurs, je pense, de la notion de confiance dans un futur épisode. Petite interruption de quelques secondes pour vous dire que j'ai sorti une formation de plus de 2 heures qui est totalement gratuite et qui est accessible à tous. Si vous voulez découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de la gestion de projet, si vous voulez adopter la bonne posture pour l'idée, pour motiver votre équipe projet au quotidien, et si vous voulez structurer, cadrer et planifier efficacement vos projets, alors je vous donne rendez-vous sur www.reussircesprojets.com/formation au singulier, et vous aurez directement accès à cette formation de plus de 2 heures qui est accessible à tous et qui est totalement gratuite, et j'espère que vous serez nombreux de l'autre côté. Vertu numéro 6, le kyoken, donc c'est l'humilité. C'est savoir être modeste, exempt d'orgueil et de vanité. Donc on n'est pas le chef, malgré l'intitulé du poste de chef de projet. On n'est pas là pour dicter aux autres quoi faire, on n'est pas là pour imposer un agenda aux autres personnes de l'équipe. On fait partie intégrante de l'équipe en tant que chef de projet, donc on avance avec l'équipe, on galère avec l'équipe, on a des succès ensemble et on a des échecs ensemble. Et ça fonctionne comme ça. Et quand je dis ensemble, c'est pas putain les gars, je suis avec vous mais vous avez merdé machin truc. Non, c'est on a merdé. On a réussi. Et j'irai même plus loin, en fait, c'est on a merdé, vous avez réussi. Pour vraiment faire comprendre que non, vous n'êtes pas le chef. Alors oui, vous êtes là en tant que leader, oui, vous devez donner une direction, oui, vous devez parfois prioriser par rapport à votre projet ou par rapport à votre portefeuille de projet, mais ce n'est pas vous qui allez imposer le planning, ce n'est pas vous qui allez imposer les tâches à réaliser, et ce n'est pas vous qui allez dire aux autres quoi faire et quand le faire, comment le faire, etc. Vous êtes là pour être le garant du projet, vous êtes le garant du planning, mais ce planning il a été co-construit avec les membres de l'équipe. C'est pas le chef de projet qui met tout sur un bout de papier et qui envoie ça à l'équipe derrière, parce que là vous avez toutes les chances de vous planter. C'est vraiment un travail d'équipe, et vous êtes ensuite vous garant de le faire respecter. Cette notion d'humilité, elle est aussi importante parce qu'elle va permettre la remise en question, donc déjà votre remise en question à vous personnel en tant que chef de projet. Et ça, c'est une condition sine qua non pour vous permettre de progresser, de vous améliorer continuellement. Cette notion d'humilité, elle est vraiment indispensable pour la cohésion de l'équipe, elle est indispensable pour cette remise en question, donc pour l'amélioration continue, que ce soit pour le chef de projet ou pour l'équipe projet. Et elle est même pour moi en fait un socle de base de la confiance en fait que vous devez créer au sein de votre équipe projet en tant que chef de projet. Vertu numéro 7, Tadashi. Donc Tadashi, c'est la droiture. C'est le fait de suivre sa ligne du devoir et de ne jamais s'en écarter. C'est une vertu qui nous permet de prendre sans aucune faiblesse une décision juste et raisonnable. Donc on est là pour le bien du projet, on agit pour le bien du projet, on agit en tant que tel, et si jamais on doit prendre une décision, et ça arrivera forcément en tant que chef de projet, et lors d'une prise de décision, on va mettre de côté l'émotionnel, on va prendre des décisions justes et raisonnables sur la base de faits objectifs, et quantifiable. On reste droit dans ses bottes, on ne dévie pas de son code personnel, même dans les situations difficiles, même dans le cas de pression de la hiérarchie ou de pression de la part du client. Autrement dit, en tant que chef de projet, vous êtes là pour faire avancer le projet, vous avez une direction, vous allez continuer à avancer coûte que coûte dans cette direction, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer, peu importe la taille des montagnes que vous devez gravir, vous allez continuer droit dans vos bottes, sans fléchir à avancer. Et si jamais il y a des obstacles, effectivement, des imprévus, qu'est-ce qu'on fait ? On les surmonte les uns après les autres, donc c'est un pas après l'autre, et à un moment donné, on se retourne et on se rend compte de tout le chemin qu'on a parcouru. Vertu numéro 8, Sonshu. Donc Sonshu, c'est le respect. Donc c'est savoir traiter les personnes et les choses avec déférence. Donc c'est le premier devoir d'un budoka, d'un pratiquant d'arts martiaux, et c'est aussi le premier devoir d'un chef de projet. Le chef de projet, il doit respecter déjà le projet, respecter les autres personnes, que ce soit les parties prenantes, que ce soit son équipe projet, respecter les choses en tant que telles. Donc on ne fait pas n'importe quoi en fait avec le matériel qu'on nous confie, on ne fait pas n'importe quoi avec le budget qu'on nous confie, on a vraiment un respect, on fait preuve d'un respect, donc teinté d'une humilité pour toutes ces choses, pour tout ce qu'on va avoir en fait dans le projet, qu'on va devoir gérer ou superviser, et surtout pour toutes les personnes qui font partie intégrante du projet, ou même toutes les personnes tout court.
Une fois le projet terminé, qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir l'aspect humain, on va retenir la personne, comment elle s'est comportée, qui elle était, qu'est-ce qu'elle a pu faire, donc ça c'est les résultats qu'elle a pu obtenir, mais surtout comment elle l'a fait. Est-ce qu'elle l'a fait en mettant une pression folle sur l'équipe ? Est-ce qu'elle l'a fait en pressurisant tout le monde comme des citrons ? Ou est-ce qu'elle l'a fait de façon un peu plus humaine ? Donc c'est vraiment ces aspects-là qui vont ressortir, et c'est pour ça que j'insiste autant sur cette morale, cette éthique, les valeurs, les vertus, les principes qui peuvent être associés. Et enfin, donc la 9e vertu du code moral du karaté, c'est le Seigyo, et Seigyo c'est le contrôle de soi. Donc c'est une qualité qui est essentielle pour une ceinture noire, parce que ça va conditionner toute son efficacité. Et de manière générale, le code d'honneur, la morale traditionnelle, donc qui est enseignée par le karaté-do, c'est basé sur l'acquisition de cette maîtrise, donc de ce contrôle de soi. En gestion de projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des imprévus qui peuvent parfois avoir de grosses conséquences, qui peuvent mener jusqu'à une situation de crise. Dans ces moments-là, il ne faut surtout pas paniquer, il faut garder le contrôle de soi, car sinon on va perdre vraiment toute l'efficacité. On va courir partout en fait au crayon au feu, plutôt que d'essayer de l'éteindre. Je l'ai vu trop souvent cette situation, je l'ai moi-même vécu au démarrage de ma carrière, donc je me comportais comme ça, clairement, parce que j'avais l'impression que c'était normal, puisque tout le monde faisait ça à côté de moi. Et j'ai rapidement compris qu'en fait, tout le monde agite les bras, tout le monde crie au feu, tout le monde crie à l'urgence, tout le monde s'agite, mais pour brasser du vent, pour rien. Pour rien, parce qu'en fait, personne ne se pose, personne ne dit « Attends, on garde le sang-froid, on redescend d'un cran, on analyse clairement la situation de façon objective, on regarde ce qui se passe, et on prend des décisions, on priorise. » Et en fait, très peu de monde arrive à le faire aujourd'hui dans le monde professionnel. Ce qui est bien dommage, ce qui fait que les situations et les urgences s'enveniment encore plus, donc ça devient encore plus urgent, on commence à gérer des urgences d'urgence, c'est infernal, c'est pas possible de travailler comme ça. Et c'est pour ça que, pour moi, un chef de projet, il doit absolument garder le contrôle de soi, et pratiquer un art martial, c'est vraiment un vrai plus pour le chef de projet. Pour vous donner une situation concrète, donc moi j'ai connu un projet que j'ai repris en fait à la volée en tant que freelance, parce que la personne qui me précédait partait de la société, et c'était un projet de migration informatique. Donc la migration s'est mal déroulée pour plein de raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais c'était pas forcément que des raisons de la société qui m'employait en tant que freelance, c'était aussi des raisons côté client, donc c'était un petit peu partagé. Et au final, le résultat, ça a été que les agences de la banque n'ont pas pu ouvrir pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, je vous laisse imaginer la situation. Il y a des clients qui sont devant les devantures qui sont fermées. Les agences, elles sont incapables d'ouvrir parce qu'il n'y a plus de système informatique. Les comptes ne peuvent plus être visibles ni en agence, ni sur les sites web. C'était vraiment la catastrophe, la situation noire par excellence. Donc là, je vous laisse imaginer vraiment la teneur des discussions que j'ai pu avoir avec les clients, où j'avais en fait tous les directeurs d'agence, j'avais tous les grands pontes du client, de la banque, en face de moi sur les situations de crise, où tout le monde s'agitait, en fait tout le monde commençait à râler, etc., mais personne ne faisait rien pour agir. Et dans ces moments-là, je vous le dis, il faut garder son sang-froid, continuer à faire ce qu'on sait faire le mieux en tant que chef de projet, c'est-à-dire piloter des projets, c'est-à-dire dresser des priorités, prendre des décisions. L'objectif, c'est pas de savoir pourquoi on en est là, de commencer à gueuler, de trouver un coupable, etc. L'objectif, c'est d'abord de revenir à une situation normale. Une fois que c'est fait, là, on aura tout le temps de comprendre ce qui s'est passé, de faire une rétrospective, d'analyser les choses, de rentrer dans le détail, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Mais quand vous faites face à des situations de crise ou à des urgences, ce n'est absolument pas le sujet. Et avant de nous quitter pour aujourd'hui, je vais revenir sur 5 principes qui me sont chers, donc qui ne viennent pas directement du code du karaté, mais par contre, ce sont des principes que moi j'ai compris, que j'ai appris en pratiquant l'aïkido, donc pendant un peu plus de 15 ans, et je vous les donne tout de suite. Donc le premier, c'est zen en toutes circonstances. Donc ça fait un petit peu écho au contrôle de soi dont je viens de vous parler. On reste zen, peu importe ce qui se passe, peu importe les situations, peu importe les conversations difficiles que vous avez, peu importe si vous êtes en situation de crise, c'est zen en toutes circonstances. Il faut garder la maîtrise de soi, parce que sans ça, c'est l'émotionnel, c'est l'affect qui reprend le dessus, et on ne peut pas prendre de bonnes décisions, on ne peut pas se comporter dignement, bien se comporter, si on a l'affect ou l'émotionnel qui prend le pas sur le reste. Second principe personnel que j'applique dans toutes les situations, personnelles comme professionnelles, on peut toujours apprendre, peu importe la situation, peu importe dans quelle galère on a toujours quelque chose à apprendre. Troisième principe, on s'adapte à l'autre continuellement. Il est courant, quand vous pratiquez des arts martiaux, en fait, qu'une ceinture noire vienne pratiquer avec un débutant. L'idée, c'est que ça puisse aider le débutant à mieux pratiquer, à mieux comprendre le mouvement,
Et en faisant ça, la ceinture noire, en fait, elle est obligée de s'adapter à l'autre. Et nous, en tant que chef de projet, on doit également s'adapter à l'autre. On doit s'adapter aux parties prenantes, on doit s'adapter aux membres de l'équipe projet. C'est ce qui fait en fait tout l'intérêt de la gestion de projet. On s'adapte à l'humain continuellement, on fait face à de l'humain. Mais tout le monde ne va pas se comporter de la même manière, tout le monde ne va pas attendre le même style de communication ou le même style de management. Et c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça aussi qui est épuisant parfois. Donc il faut garder en tête, il faut garder à l'esprit qu'on doit s'adapter continuellement à l'autre. 4e principe personnel, il n'y a pas d'adversaire, que des partenaires. Donc si vous avez des clients qui sont vraiment récalcitrants, qui sont trop exigeants, ou pour qui vous avez l'impression qu'ils sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, ou idem pour les parties prenantes, en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris comment communiquer efficacement avec ces personnes. Donc il n'y a pas d'adversaire. Les personnes ne sont pas foncièrement mauvaises en elles. C'est très 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 rare. Ce qui se passe, c'est que chacun en fait va essayer de tirer le projet à lui, chacun va essayer de pouvoir bénéficier le plus d'intérêts personnels. Il faut les comprendre, ces intérêts personnels, il faut aller au devant en fait de ces personnes, et il va falloir communiquer avec elles, comprendre ce qu'elles attendent du projet, comprendre peut-être quelles sont leurs peurs vis-à-vis du projet, vis-à-vis du changement que ça peut induire, et à partir de là, en fait, on peut commencer à construire quelque chose. Alors bien sûr, ce sera des partenaires. Toutes les relations avec ces partenaires ne seront pas aussi fluides que d'autres. La communication sera peut-être plus aisée avec un DSI parce que vous êtes technique vous-même qu'avec une personne du monde du marketing et de la communication, mais gardez à l'esprit qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que des partenaires. Et enfin, 5e et dernier principe personnel, discipline et volonté. Et ça, je l'ai compris sur le tard, non pas en pratiquant l'aïkido, mais en me blessant en fait à l'épaule, où je me suis retrouvé complètement bloqué suite à une opération. Il a fallu en fait réapprendre à me servir de mon bras, tous les jours, un petit peu. Je vous garantis que c'était compliqué. On m'avait dit que je ne ferais plus jamais de sport. Derrière, j'ai non seulement repris le sport, mais en plus je me suis lancé dans de l'escalade, suite à une blessure comme ça à l'épaule. Certains me diraient que j'étais un peu fou. En fait, j'ai juste fait preuve de discipline et de volonté. J'ai un objectif, j'en ai pas dérivé. Et j'ai construit en fait au quotidien, exactement comme ce que je vous ai dit dans le podcast, et au quotidien, toujours un petit peu plus, un cran supplémentaire, on charge un peu plus, on continue, on fait un peu plus d'amplitude de mouvement, et au fur et à mesure, comme ça, j'ai fini par pouvoir faire vraiment de l'escalade, alors qu'on m'avait prédit de ne plus jamais faire de sport. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, en gestion de projet, c'est exactement pareil. Je vous l'ai dit plusieurs fois lors de ce podcast, on a des obstacles, on a des imprévus qu'on va forcément rencontrer sur un projet en cours de route. Il faut faire preuve de discipline, il faut faire preuve de volonté, c'est pas tout le temps évident de le surmonter. C'est pas tout le temps simple de se lever le matin et de se dire « Oh putain, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête aujourd'hui ?» Mais on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on avance, on sait quels sont les résultats qu'on va amener pour l'entreprise, qu'on va amener pour tel groupe de personnes. Et ça, en fait, c'est ce qui doit nous motiver au quotidien, c'est ce qui doit nous faire nous lever. Et c'est vraiment cette notion aussi de discipline qui va être là pour nous dire on n'est pas là en fait pour brasser du vent. Donc, tous les jours, je sais ce que je dois faire, et j'y vais, je me pose pas de questions. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça fait chaud au cœur et ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. J'espère que vous serez nombreux à le faire. Vous pouvez également télécharger mon guide pour réussir vos projets, donc sur www.reussircesprojets.com/guide. Et également, si vous souhaitez que j'aborde une thématique particulière ou que je réponde à vos questions, vous pouvez m'écrire à podcast@reussircesprojets.com. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir ses projets.